Comprendre la comptabilité. Cet enregistrement est celui d'un premier module d'une série consacrée à une immersion dans le langage de la comptabilité. Ces modules ont pour objectif de vous faire gagner du temps et surtout de venir à bout de certains blocages. Pour cela, nous irons à l'essentiel. Nous insisterons sur les éléments fondamentaux à partir desquels tout le reste peut se déduire par simple bon sens. Pourquoi je fais cela? Pendant 30 ans, à côté de mon activité d'expert comptable, j'ai animé des formations dont certaines étaient consacrées à ce sujet. J'ai moi-même bénéficié, lorsque j'étais élève à l'ESCP, d'une présentation pédagogique originale de la part du responsable de cet enseignement. Donc mon objectif est de la transmettre, de ne pas laisser perdre d'une manière simple de présenter un sujet qui souvent donne des boutons à beaucoup de personnes et qui est souvent mal traité et mal assimilé. Ces modules s'adressent à tout public, étudiants, chefs d'entreprise, simples curieux. Les simples prérequis, c'est d'être intéressé par le sujet et motivé. Je suppose que vous l'êtes. Je m'efforcerai de ne jamais vous donner d'informations sans vous en expliquer le bien fondé, car tout s'explique, tout est logique. Ce dont vous devez être persuadé, c'est que le langage comptable n'est pas complexe. Par contre, il vient contrarier assez fortement des habitudes de pensée, ce qui vous semble évidemment contrariant. Pour ne prendre qu'un exemple simple, très simple, lorsque vous consultez votre relevé bancaire, vous trouvez vos recettes à droite et vos dépenses à gauche. Et vous êtes plutôt content lorsque le solde est créditeur, c'est-à-dire à droite. Eh bien, en comptabilité, dans le compte de banque, les recettes sont à gauche et les dépenses sont à droite. Et un solde positif est débiteur, c'est-à-dire à gauche, et non créditeur. Ça vous paraît fou? Mais vous verrez que c'est parfaitement normal et surtout logique. Peut-être d'ailleurs devinez-vous pourquoi. Mais cette logique est la logique propre au langage comptable. Il faut que vous acceptiez d'entrer dans cette logique. Dites-vous bien que, même si nous le critiquons, le langage comptable ne changera pas. C'est à nous de nous adapter à lui. Il y a une chose qui devrait vous motiver, c'est que le langage comptable est un langage international. Vous n'avez qu'une seule langue à apprendre. Il est valable dans le monde entier. Le vocabulaire peut être différent du fait de la langue, mais la grammaire est universelle. Si les hommes ont tenu des comptabilités depuis des millénaires, le langage comptable sous sa forme actuelle, qu'on appelle la comptabilité en partie double, date tout de même du XVe siècle. On l'attribue à un certain Luca Pacioli, un contemporain et ami de Léonard de Vinci. Donc depuis 500 ans, les supports ont évolué, bien sûr. On est passé de simples registres à l'informatique, en passant par l'emploi de fiches cartonnées et le papier carbone, dont l'invention d'ailleurs date du 19e. Mais la structure d'une comptabilité n'a pas changé. Personne n'a réussi à faire mieux. Soit dit en passant, pour revenir à votre relevé bancaire, ne cherchez surtout pas à faire savant. Facilitez le dialogue et la compréhension en ne parlant jamais d'un solde bancaire débiteur ou créditeur. Dites de préférence solde positif ou solde négatif. Tout le monde vous comprendra. C'est la meilleure manière de se faire comprendre sans risque de confusion. Pour aborder notre sujet, nous allons commencer par la fin, c'est-à-dire par le point d'aboutissement du langage comptable, l'objectif à atteindre à la fin de l'année, à savoir le bilan. Qu'est-ce que le bilan? Je parle du bilan comptable, bien sûr, parce que c'est un mot aussi qui est ultra utilisé, le mot bilan. Il y a deux façons de l'aborder. On peut l'aborder sur un plan juridique, c'est-à-dire patrimonial, ou sur un plan économique et financier, c'est-à-dire des ressources pour faire face à des emplois. Nous prendrons d'abord sous l'angle patrimonial. Le bilan, c'est l'inventaire d'un patrimoine. Faire l'inventaire, c'est identifier des choses et les compter. Ça a l'air anodin, mais pour un comptable, c'est très important. S'assurer que les choses qui sont dans une comptabilité existent bien et s'assurer qu'il n'y en a pas qui ne soient pas
qui aient été omises. Le patrimoine, on peut résumer en disant que c'est ce qui appartient à une personne. Il y a la notion de propriété. Le mot patrimoine vient du latin patermonia, l'argent du père, père de famille, s'entend, ou l'argent dont on hérite du père. Dans les deux cas, évidemment, c'est une étymologie plutôt misogyne, mais ce n'était pas la même époque. De quels éléments sont composés le patrimoine? 3 éléments. Premier élément, l'élément le plus facile, des biens, des objets, des choses dont on a la propriété. On peut les voir, les compter, on peut en faire un inventaire physique. Je dis que c'est le plus simple parce que justement on peut les voir. Ils existent de façon factuelle, on peut les voir. Attention, ce que nous louons, je veux dire ce que nous prenons en location, encore un mot qui est difficile, le verbe louer, puisqu'il veut dire 2 choses opposées, ne figure pas dans un bilan. Ils se voient, effectivement, mais ne font pas partie de notre patrimoine. Donc, effectivement, une autre difficulté, quand on va dans une réserve, dans un stockage, on n'est jamais sûr que les biens que l'on voit appartiennent bien à l'entreprise. Ils se voient, mais donc ne font pas partie de notre patrimoine. Ce n'est pas parce qu'on roule en Porsche qu'on est riche. La Porsche que le voisin exhibe, il l'a peut-être seulement empruntée ou louée. Les biens dans l'entreprise, ce sont les biens immobilisés pour produire, par exemple, le matériel, les agencements, etc. Le stock, c'est-à-dire les biens que l'on transforme, si ce sont des matières premières pour les vendre ou que l'on achète pour les revendre en l'état. Les espèces en caisse, bien que, évidemment, les espèces sont en voie de disparition. À quelques exceptions près, fonds de commerce, titres, mais oublions ça pour le moment, les biens sont des choses donc que l'on peut compter, donc dont on peut faire l'inventaire physique. Deuxième élément, les créances. Ce sont des sommes qui vous sont dues par d'autres personnes. Vous leur avez fait crédit, c'est-à-dire que vous leur avez fait confiance. Dans le mot créance, il y a le mot croire, en latin credo, d'où le mot crédit qui sous-entend la confiance. Dans l'entreprise, les principales créances sont souvent celles des clients, les créances clients, lorsqu'ils ne payent pas tout de suite, lorsqu'ils ne payent pas comptant. C'est aussi la banque, le solde du compte bancaire, lorsqu'on n'est pas en découvert, bien sûr. Lorsqu'on est en découvert, c'est l'inverse. L'opposé des créances, ce sont les dettes. Si c'est l'opposé, elles viennent se déduire du patrimoine de la personne. C'est exactement l'opposé d'une créance. C'est ce que vous devez à d'autres personnes. Ils vous ont fait crédit, ils vous ont fait confiance. Dans l'entreprise, les principales dettes sont souvent les fournisseurs, ceux qu'on ne paye pas comptant. Ceux que l'on paye comptant, ce ne sont plus des dettes, c'est des sommes qui sont sorties du compte bancaire, c'est-à-dire des créances. Ça ne fait pas changer le patrimoine pour autant, mais ça fait changer sa composition. C'est aussi les dettes vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des organismes sociaux, des administrations fiscales, des banques aussi, pour les emprunts, et les comptes bancaires à découvert. Une remarque, contrairement aux biens, évidemment, les créances et les dettes ne se voient pas. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les compter. Elles ne se voient que dans des documents, des contrats, des factures, etc. C'est ce qui fait la complexité d'ailleurs de la tâche. Pour les juristes, on dit que les biens sont des droits sur les choses, des droits réels en droit civil, et que les créances sont des droits sur les personnes, des droits personnels. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de droits sur les personnes, que l'on doit passer par une personne pour se faire rembourser par sa créance, alors qu'entre un propriétaire et ses choses, ses droits réels, il n'y a pas d'intermédiaire. Il peut en disposer sans avoir affaire à une tierce personne. Donc,
bien plus créance moins dette égale patrimoine. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, vous devez vous en souvenir, c'est essentiel. Ce que nous venons de faire en mettant ces trois éléments dans une même colonne, c'est la présentation d'un bilan à l'anglo-saxonne, une présentation dite en liste, telle que nos amis anglo-saxons, qu'ils soient grands-bretons ou américains, les Américains étant les héritiers des Britanniques bien entendu, présentent donc dans une seule colonne les biens, les créances et les dettes, évidemment alternés et avec un moins lorsqu'il s'agit d'une dette et un plus lorsqu'il s'agit d'une créance. Et ils arrivent au bout de liste au patrimoine, que l'on n'appelle pas patrimoine, on verra tout à l'heure, il y a un terme évidemment, mais c'est la présentation à l'anglo-saxonne. En France et en Europe, on a gardé la tradition d'origine et on présente le bilan sous forme de deux colonnes. Je ne ferai pas de jugement de valeur sur cette présentation par rapport à l'autre, elle a tout à fait son intérêt. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc la présentation en compte à l'européenne, dans laquelle on fait figurer à gauche les biens plus les créances, donc les éléments positifs, biens plus créances, et à droite, les dettes, plus le patrimoine pour équilibrer les biens plus les créances. Puisque biens plus créances moins dette égale patrimoine, on peut écrire que biens plus créances égale patrimoine plus dette. Si ça vous pose quelques problèmes, j'ai mis quelques chiffres en face. Si on considère que les biens font 1 000 €, les créances 3 500 et les dettes 3 000, le patrimoine additionnant 1000 plus 3500 moins 3000 fait 1500 €. Et je peux écrire tout aussi bien les biens plus les créances, 1000 plus 3500 égale 4500, égale bien 1500 plus 3000 égale 4500. Bien sûr, le patrimoine, là je l'ai présenté positif, mais il peut parfaitement être négatif. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe puisque s'il est négatif, les dettes excèdent les éléments positifs. Mettons ici, je mets 5500 par exemple, 5600 pour pas. Voilà. Je fais un patrimoine négatif de 1100 €. Ça signifie que la personne, je dis la personne au sens large, que ce soit physique ou morale, une société ou un individu, la personne ne peut pas rembourser ses dettes, 5600, en additionnant ces éléments positifs de patrimoine, bien plus créances. C'est pas tout à fait bon signe, c'est en général une situation, pour utiliser un mot trivial, de faillite. On parle aussi de surendettement pour les particuliers. Et vous voyez que dans une présentation en compte à l'européenne, la présentation ne changera pas. Par contre, effectivement, au niveau patrimoine, on aura un montant négatif. Dette 5600 moins ce montant négatif égale 4500, c'est-à-dire les éléments positifs du patrimoine. Alors le mot patrimoine ne fait pas vraiment partie du vocabulaire comptable. Il faudra l'oublier, bien que c'est bien pratique pour comprendre. Dans le vocabulaire comptable, on remplace le mot patrimoine par capitaux propres. Capitaux propres. Les Anglais, les anglo-saxons, parlent d'equity. E-Q-U-I-T-Y. Capitaux propres, ce n'est pas tout à fait le patrimoine. On n'a pas le même mot, mais ce qui distingue les mots patrimoine de capitaux propres, c'est la façon dont on évalue les biens, les créances et les dettes, et surtout d'ailleurs les biens. La grosse différence, c'est qu'un particulier, lorsqu'il évalue son patrimoine, par exemple au 31 décembre 2022, va
évaluer, s'il a par exemple dans ses biens un appartement, il va évaluer l'appartement à la valeur à laquelle il peut le vendre au 31 décembre 2022, c'est-à-dire à la date à laquelle il évalue son patrimoine. Eh bien, dans une entreprise, pour des raisons que nous verrons, on ne tiendra pas compte de la valeur vénale, sauf dans le cas où cette valeur vénale est plus basse que la valeur d'acquisition, on tiendra compte de la valeur d'acquisition. C'est-à-dire que si mon entreprise a acheté des bureaux il y a 15 ans, eh bien c'est la valeur d'il y a 15 ans qui va figurer dans les biens. Autant vous dire qu'effectivement les capitaux propres ne rendent pas compte de la valeur de l'entreprise pour cette raison-là, mais pour d'autres également, et c'est pour cette raison historique. On n'évalue pas l'entreprise à chaque fois qu'on établit son bilan. C'est une évaluation prudente. Elle est en général en dessous de sa valeur réelle. Je dis en général. Alors notons au passage que les créances et les dettes, les créances sont des futurs encaissements et les dettes sont des futurs décaissements. Parce que les dettes, on doit les rembourser et les créances, on espère bien les encaisser. Donc, dans le bilan, on a des éléments de prévision de trésorerie. Je dis des éléments, bien sûr pas, on n'a pas tous les éléments, mais on a des éléments. Mais comment peut se justifier cette présentation en 2 colonnes? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 façons d'interpréter le bilan, sur le plan patrimonial, nous venons de le voir, et sur le plan économique et financier. En présentant le bilan en 2 colonnes, c'est la vision économique et financière que l'on privilégie. À gauche, ce sont les éléments à financer, les biens et les créances, les emplois. À droite, ce sont les ressources, ce sont les moyens de financement, comment on les finance. Comment justifier cette présentation? On peut le faire en se posant une question qui ressemble à une question un peu philosophique. Vaut-il mieux être riche, tout court, en valeur absolue, ou être suffisamment riche pour faire face à ses besoins? Si on s'intéresse à la richesse, la présentation en liste est parfaitement adaptée puisque le patrimoine apparaît en bas de liste. Si au contraire on préfère la deuxième réponse, eh bien mettre les ressources en face des besoins à financer est plus adéquate puisqu'elle permet de les comparer avec donc 2 colonnes, emploi et ressources. La réponse est un peu dans la question, c'est un peu une évidence. Si on gagne beaucoup d'argent mais qu'on en dépense beaucoup plus, dans la vie on est dans le surendettement, on est en conflit avec son banquier, bref on est dans une mauvaise situation, on ne nage pas dans le bonheur. Dans le deuxième cas, quels que soient ces gains, à partir du moment où ils sont suffisants pour satisfaire ses besoins, on est plutôt dans un schéma vertueux. C'est l'harmonie, l'équilibre, c'est la clé du bonheur. Pour une entreprise, c'est pareil, sauf que le bonheur, ça n'existe pas pour une entreprise. C'est sans doute pour cela que nous préférons la présentation en 2 colonnes. Donc, à gauche, les éléments à financer, et à droite, comment ils sont financés. À gauche, les emplois, à droite, les ressources. À gauche, les éléments à financer, à droite, les modes de financement. Et parmi les dettes, alors, les ressources, deux natures de ressources, les ressources propres, les capitaux propres, donc on finance avec son propre argent, et les dettes. Et parmi les dettes, il y a des dettes qui sont faites pour ça, faites pour financer. C'est les dettes accordées par le banquier, qu'elles soient à long terme sous forme d'emprunt ou à court terme sous forme de découvert. Et les dettes, je dirais, naturelles, comme les fournisseurs dans une entreprise, puisque en fait, il existe des décalages entre date d'achat et date de paiement.
Si vous obtenez de votre fournisseur qui vous autorise à ne payer que 2 mois après votre achat, c'est une ressource que vous pouvez utiliser. Pourquoi payer plus tard? Pouvoir payer plus tard, c'est une ressource. C'est une bonne ressource si c'est un délai normal. Ça devient très mauvais signe si on dépasse le délai normal, bien entendu. Le bilan en 2 colonnes permet de mesurer l'endettement par rapport au patrimoine, dette, patrimoine, on les a l'un après l'autre. Donc le taux d'endettement et l'endettement par rapport à l'augmentation du patrimoine, que ce soit pour une personne privée, son épargne, ce qu'il est capable de mettre de côté, pour une entreprise, c'est du bénéfice, c'est la capacité de rembourser la dette. Effectivement, si on ne dégage pas d'épargne, on ne rembourse pas l'emprunt qui a servi à acheter l'appartement. Il permet aussi de voir quelles dettes financent quels emplois. On les a face à face, les biens, les créances, et en face les dettes. Est-ce qu'on finance bien des emplois durables avec des ressources durables? Vous n'auriez pas l'idée de financer l'achat d'un appartement avec un découvert bancaire qu'il faudrait rembourser à brève échéance. Vous savez bien qu'il faut emprunter à long terme parce que l'appartement est un achat durable. Vous n'allez pas le revendre immédiatement, vous l'achetez pour longtemps. Une remarque importante, bien que ce soit sous-tendu dans ce qu'on a vu, mais on n'y pense plus assez rapidement, si les biens, les créances et les dettes dans ce tableau emploi et ressources, les biens, les créances et les dettes représentent quelque chose de précis, qu'on peut mesurer, même si on ne les voit pas, on voit des biens, les créances et les dettes, on a dit qu'on les voyait sous forme de documents, leur existence n'est prouvée que par des documents. Les capitaux propres, eux, c'est quelque chose qui ne se palpe pas, ça ne représente rien, ça ne représente qu'une différence. Enfin, ça représente quelque chose, ça représente une différence entre les biens, les créances et les dettes, mais vous ne pouvez pas voir les capitaux propres, c'est un total, c'est le total du patrimoine. En comptabilité, on verra qu'on en suit l'évolution, mais ça ne reste toujours qu'une différence. J'insiste peut-être un peu beaucoup là-dessus, ça vous paraît peut-être trop, mais c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, donc nous y reviendrons quand même. Dernier point, dernière remarque, malheureusement, dans les termes officiels, vous ne voyez pas les termes d'emploi et de ressources, mais en tête du bilan, vous voyez le mot actif à gauche à la place d'emploi et le mot passif à droite à la place de ressources. Ce sont malheureusement les termes les plus impropres qui soient. Ça fait pourtant partie du vocabulaire courant et ça fait partie d'un vocabulaire hérité du passé, comme en font partie d'ailleurs les mots de débit et crédit. Leur sens commun, malheureusement, est un contresens. Quand vous entendez le mot actif, ça vous fait penser à quelque chose de bien, à quelque chose de positif. Quand vous entendez le mot passif, ça a une connotation négative. Dans le langage courant, l'actif, ce sont les qualités, le passif, ce sont un peu les défauts. On dira par exemple d'une personne qu'elle a à son actif un très bon caractère et à son passif, par exemple, un grand égoïsme. Or, tous les éléments d'actif ne sont pas une bonne chose. On peut avoir acheté un matériel qui ne sert à rien, qui ne sert plus, ou avoir un stock d'invendus. On peut avoir d'ailleurs dans les créances des créances irrécouvrables, quelqu'un qui ne vous paiera jamais. En sens inverse, les dettes, les passifs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Qui pourrait acheter son appartement sans s'endetter? C'est plutôt une bonne chose. C'est l'excès de dette qui est une mauvaise chose. C'est pour ça qu'on y attache une connotation négative. Une mauvaise chose parce qu'on peut avoir des difficultés à les rembourser. Les 3 000 milliards de dettes de l'État français sont évidemment dans cette catégorie, sans faire de politique. Le terme passif donne lieu à des contresens réguliers lui-même, même entre professionnels. En comptabilité, on le voit, le mot passif, c'est capitaux propres plus dettes.
Et dans la langue courante, le passif, c'est les dettes. Et dans la langue courante des professionnels qui s'occupent des défaillances d'entreprises, donc des entreprises qui sont en cessation de paiement, et en faillite si vous voulez, le passif, c'est souvent l'excédent des dettes sur les biens et les créances. Autrement dit, c'est les capitaux propres négatifs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ne va pas pouvoir payer, quelque part, qui ne sera jamais payé. Et souvent, d'ailleurs, l'actif est lui-même, quand on parle de passif, on tient compte d'un actif décoté, c'est-à-dire pas aux valeurs pour lesquelles il figure au bilan, mais à des valeurs à la casse, puisqu'on va probablement, s'il y a liquidation judiciaire, vendre l'entreprise à la casse. Donc, un grand conseil, ne donnez aucun sens particulier à ces deux termes d'actif et passif, tout comme les mots débit et crédit, c'est la gauche, la droite, c'est bâbord, tribord pour les marins, oubliez de leur donner un sens. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce premier module, n'hésitez pas à le visionner plusieurs fois jusqu'à ce que ces premières notions vous deviennent complètement familières. Dans le prochain module, je vous proposerai un petit exercice visant à apprivoiser le bilan puis le compte de résultat avec des choses de la vie. Nous oublierons l'entreprise et nous ferons l'inventaire d'un patrimoine de particulier.